Et puis, il nous présente son livre de titre en termes. Bonjour à tous, déjà merci à vous, je remercie aussi évidemment Irémo et donc Armatan, déjà dans les rôles d'avoir bien vu le public dans le cadre de cette collection, de m'avoir accompagné dans le lancement de ce livre et d'accueillir ce soir cette petite présentation où vous m'avez fait le plaisir de venir tous très nombreux. Donc vous êtes venus nombreux, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, une vingtaine de minutes et de pas trop vous endormir en parlant d'un sujet qui de premier abord peut avoir l'air un peu assommant, un sujet de spécialiste, un sujet de droit constitutionnel, mais je vous rassure que c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit, pourquoi? Parce que si on va parler de constitution et de la constitution du Liban, et donc de son système politique derrière, c'est avant tout dans un esprit, dans une démarche qui est citoyenne. Citoyenne parce qu'une constitution, c'est pas uniquement une mécanique juridique, une question de droit. Une constitution, c'est d'abord le reflet du consensus d'un pays. C'est le reflet de ce qu'on appelle le vouloir vivre ensemble, c'est le reflet des règles que les gens décident de fixer ensemble. On dit souvent nul n'est censé ignorer la loi, qui est un adage un peu galvaudé, mais pourtant, la constitution de son pays, très souvent on l'ignore. Et très souvent on ignore les règles principales. Quand on parle du Liban, on parle d'un pays, tout de suite, on pense conflit. On pense conflit politique, on pense guerre civile. Et alors en plus aujourd'hui, depuis 2004, on pense conflit politique assez majeur. On pense aussi instabilité, on constate institutions quasiment en faillite, on constate des blocages politiques, on constate une situation sécuritaire extrêmement tendue, comme on peut le voir ces derniers jours. On voit un délitement progressif depuis 2004 de la situation en général. Et en fait, c'est quoi? C'est le reflet d'un consensus qui est un peu en échec, c'est le reflet d'une constitution qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi il m'a semblé important, alors que personne n'en parle, que personne ne se dit mais pourquoi nos institutions ne fonctionnent pas, il m'a semblé que c'était à chacun de se saisir du sujet, d'aller regarder, d'essayer de comprendre de quoi on parlait et d'essayer d'aborder avec un regard très sans a priori les différents sujets. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, alors qu'on voit autour du Liban, et notamment en Tunisie, en Égypte, les gens se saisir de ce sujet. Regardons les débats qu'il y a en Égypte sur les principes supérieurs qui doivent présider à la mise en œuvre de la Constitution. Regardons les débats qu'il y a eu en Tunisie. Dans ces pays-là, les gens se sont vraiment imprégnés et se sont mis en tête que les sujets d'institution, les sujets de constitution étaient importants. Or, aujourd'hui, quand on est au Liban et quand on parle au Liban de constitution, le premier réflexe, instantanément, tout le monde va dire accord de Taïf, Taïf c'est une ligne rouge, Taïf on ne touche pas. Et en fait, personne ne sait pas encore. On dit tous accord de Taïf, moi le premier, je disais. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon, à force de voir, c'était quand? C'était vers 2007, je crois, en regardant, en voyant une démission simultanée de tous les ministres de confession chiite du gouvernement, et des débats dans la presse, entre tous les hommes politiques, pour savoir si le gouvernement était constitutionnel ou pas. Et personne n'avait la réponse. Enfin, il y avait des arguments dans tous les sens. Il y avait un gouvernement qui continuait de fonctionner, des gens qui disaient qu'il était illégitime, un président qui signait des décrets, un gouvernement qui exécutait. Enfin, c'était un flou artistique général, et personne n'avait regardé si effectivement ce gouvernement était constitutionnel ou pas, et on ne se forçait pas à essayer de comprendre le texte qui nous gouverne. Voilà pour résumer en quelques mots la démarche de ce livre. Je vais essayer donc ce soir de vous montrer rapidement d'abord quels sont les éléments essentiels du texte et de sa pratique, et principalement ses contradictions et ce qui ne fonctionne pas. Et je vais mettre le curseur, il y a beaucoup de choses, mais on va parler que de deux choses principales ce soir, qui sont premièrement tout ce qui tourne autour du communautarisme, que ce soit politique ou civil. On abordera rapidement les deux sujets. Et ensuite le sujet de la répartition des pouvoirs, qui est aussi lié, mais qui concerne aussi d'autres choses. Donc on verra les contradictions du texte et les contradictions de la pratique. Sur la base de ce constat, on essaiera ensuite de plus réfléchir, plus regarder des idées, des pistes de réflexion, de réforme pour aller vers d'autres institutions, pour aller vers une nouvelle constitution, pour réfléchir à comment on peut réorganiser ce vouloir vivre ensemble et réorganiser nos institutions. Alors rapidement, avant de rentrer dans le sujet, juste pour avoir les éléments en tête, le minimum indispensable en tête pour avancer, que bien se dire que la Constitution, c'est pas juste une loi comme ça, c'est la plante haute de la hiérarchie des normes, c'est ce qui est le plus important. Toutes les lois prises par des ministres
toutes les lois prises par le Parlement, toutes les décisions prises par les ministres doivent la respecter. La Constitution s'impose à tous. Et ensuite, la Constitution, c'est aussi le reflet d'un consensus et d'une souveraineté. Donc à partir du moment où elle n'est plus respectée, il n'y a plus de souveraineté. C'est le reflet de cette tendance longue d'un pays. La Constitution, ça ne sort pas du jour au lendemain d'un chapeau, ça ressort de tendances très longues, de facteurs très longs. Ce n'est pas l'objet d'en parler ce soir, mais pour le Liban, ayons en tête, à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, qu'il y a des facteurs durs et longs qui sont inscrits dans les gènes socio-économiques du Liban. C'est d'abord une structure assez féodale du pouvoir, une concentration du capital financier, une propension depuis, pas tout le temps, mais depuis un siècle ou deux, au réflexe communautaire face à des problèmes sociaux, l'ingérence de puissance extérieure, et enfin une certaine tradition de pluralisme et de pluralisme dans la liberté d'expression et dans la liberté d'opinion. Enfin, ceci dit, dernier élément de contexte, pourquoi une troisième république libanaise? Pourquoi critique-t-on aujourd'hui la deuxième? Parce que la première constitution est issue normalement de 1926, et donc du mandat français. En 1943, elle a été amendée au moment de l'indépendance. Donc on aura tendance à considérer que cette première étape de vie n'était pas vraiment la constitution du Liban, puisqu'on était sous mandat français, et que la première république libanaise était entre 1943 et 1990, au moment où les accords de Taïf ont amendé profondément la constitution de 1943. L'époque des accords de Taïf, c'est-à-dire de 1990 à nos jours, constituant la seconde république. Ceci dit, regardons donc le texte et ces deux éléments clés. D'abord, quel est le constat? C'est que dans le texte, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme a priori, la Constitution libanaise prévoit bien certains principes qui sont essentiels dans un sens très républicain et qui sont essentiels car ils sont présents dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens et qui font référence systématiquement à une égalité des citoyens devant la loi et avec toutes les dépendances de ce principe. Et ce principe-là, pour nous, juste France, ça nous paraît assez évident, mais dans un contexte libanais, dans la pratique libanaise, le fait que tous les citoyens soient égaux devant la loi n'est pas une évidence. Pourquoi? Parce que, déjà, prenons le texte. Le texte, on ne va pas citer les articles, mais il dit bien que tous les citoyens sont libres et égaux devant la loi, qui sont les détenteurs du pouvoir, de la souveraineté, qui sont égaux devant les charges et emplois publics. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, prenons la pratique, je vais prendre juste deux exemples sur les emplois publics, l'égalité face aux emplois publics. Que se passe-t-il? Dans la pratique au Liban, on a un conseil de la fonction publique qui prend les décisions pour nommer les gens et qui, en fait, a conduit par la pratique et la pression politique des partis au pouvoir à une répartition systématiquement communautaire de l'ensemble des emplois publics. Donc il y a immédiatement et déjà une rupture d'égalité des citoyens devant les emplois publics. Un exemple de la non-application de ce principe aussi, c'est la modeste expérience qu'il y a eu quelques années de créer un ENA Liban, qui devait être l'équivalent de l'ENA en France, pour donc former c'était une trentaine de hauts fonctionnaires qui devaient passer un concours et être sélectionnés uniquement donc, sur la compétence pour être ensuite avoir accès à des postes de la haute fonction dans la haute fonction publique dans des ministères. C'était assez modeste, c'était une première étape, c'était pour dire voilà, on va commencer à essayer de mettre la compétence comme étant le premier critère de sélection et de rendre donc une certaine égalité des citoyens devant les emplois publics. Bon. On va dire que cette ENA Liban n'a jamais vu le jour. Il y a eu si on se souvient raison, il y a eu un premier tour d'examen et le ministère des Lois, il y a eu un peu d'échec de 100%. Personne n'a réussi et depuis l'expérience ne fait pas réalité. Voilà, c'était deux exemples un peu symptomatiques pour dire à quel point cette notion d'égalité des citoyens devant la loi, alors qu'elle est inscrite dans la Constitution, n'a aucune réalité pratique dans le quotidien des Libanais. Je reviendrai sur un second point de l'égalité devant la loi en parlant du droit civil juste après. Ensuite, le second aspect du communautarisme, et ça c'est celui qu'on connaît tous, c'est la répartition politique des fonctions électives, la répartition communautaire des fonctions électives. Il y a que donc l'idée selon laquelle chez le cas des Liban, c'est oui, on répartit le président avec la unique, le premier ministre unique. Bon. Là aussi, contrairement à ce qu'on pense, notre constitution de la Seconde République prévoit un article 95 qui prévoit bien le dépassement du confessionnalisme politique et prévoit le dépassement de la répartition communautaire des fonctions électives. Il prévoit même un plan par étape, il prévoit un ensemble de la nomination, la mise en place d'un Sénat communautaire qui donnait des garanties à côté,
Il prévoit même les modalités de nomination des membres au sein d'un comité qui établirait le plan par étapes et qui permettrait de sortir du confinement. Donc on voit bien que l'esprit de TAEF a été de dire le communautarisme est un mouvement transitoire et on doit en sortir. Et l'équilibre de l'ensemble de l'accord de TAEF en fait repose sur la mise en œuvre de l'article 95 et la sortie du communautarisme politique. D'ailleurs, dans le dernier titre de la Constitution, le titre 5, qui s'appelle disposition transitoire, et prévoit, et c'est vraiment la clé de voûte de l'ensemble des dispositions. Alors la pratique, elle était contraire, là c'est possible de constater que oui, puisque ça n'a jamais été appliqué. On a entendu beaucoup de politiciens assez régulièrement dire mais mettons-le en œuvre, ça mange pas de pain quand on est un dans son coin à le demander. Les gens en général qui ont connaissance du sujet se disent super et qu'en fait rien ne se passe. Dernier point sur le communautarisme civil. Et alors là, cette fois par contre la Constitution ne nous aide pas, puisque à l'inverse, son article 9 prévoit que l'État garantit aux communautés un droit civil particulier. Donc on a un principe inscrit dans la Constitution qui prévoit que, quoi qu'il arrive, le droit civil va être morcelé en fonction des communautés. Et ce principe-là, dans l'absolu, qui pourrait être parfaitement applicable, est malheureusement en contradiction avec ce qu'on évoquait au début sur l'égalité des citoyens devant la loi. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de dire que sur l'ensemble des affaires civiles, les gens seront traités différemment, car ils seront chacun traités en fonction du droit propre à leur communauté. Face à ça, juste un mot sur les diverses réponses qui sont que les gens et que la société civile essayent d'apporter à ce sujet, car c'est un sujet dont on parle quand même pas mal aux gens par rapport aux autres, et il y a notamment un mouvement, il y a beaucoup de gens qui appellent à la création d'une 19e communauté, qui serait la communauté des laïcs. Je fais 18 communautés au Liban. Et donc créer une 19e communauté, celle des laïcs, pour que les gens aient la chance, les gens qui sont laïcs, qui ne veulent pas avoir un droit communautaire, qui pensent que le droit civil devrait être général pour tout le monde, plutôt que de créer un droit civil général pour tout le monde, on va créer un droit civil particulier qui sera propre aux laïcs. L'idée part un très bon sentiment, puisqu'il parle de l'idée de dire que les gens, par exemple, qui souhaitent avoir un mariage civil, puissent le faire demain. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec une 19e communauté, ce serait possible. Et c'est la logique des petits pas de se dire on va obtenir ça pour que déjà on apporte quelque chose à certaines personnes. Malheureusement, je pense que fondamentalement, créer une 19e communauté sur la base laïque, en fait, ça revient à communautariser la laïcité. Ça revient à consacrer ce qu'on appelle le droit à la différence. Et donc après, on sera légitime à dire quoi ? On va créer une 20e communauté. Je ne sais pas, pour les écologistes. Une 21e pour les bouddhistes, il n'y en a pas encore, mais ils pourraient le demander. Une 22e, une 23e, et en fait, on va... Oui, c'est et on va continuer à créer et à morceler le droit civil. L'idée devrait plutôt être l'inverse, c'est de séculariser de manière générale le droit civil, pour conférer un statut général pour l'ensemble des citoyens, libre aux citoyens de garder un statut personnel religieux optionnel, s'ils le souhaitent, car évidemment l'idée est de respecter les traditions de pluralisme religieux que connaît l'Iran. Alors après, il y a plein d'idées pour inciter à ça, par exemple, il y a quand même un avantage fiscal